En 2020, ça fait maintenant quelques temps que je pratique le métal, YouTube me dit tiens, voilà une vidéo qui pourrait te plaire. Bon, je me laisse porter, ça me fait pas peur, et là je vois deux gars avec un style de rocker classique. Ça commence à jouer, l'intro avance, et plus ça va, plus je me dis, c'est quoi ces guitares? Pourquoi elles font 2 mètres de long et pourquoi elles ont des câbles électriques à la place des cordes? Bref, ça avance, et malgré l'ambiance pesante qui est en train de se poser autour de moi, je me doute absolument pas que quelques secondes plus tard, j'allais prendre l'une des plus grosses claques musicales de ma vie. Et par la même occasion, découvrir le groupe qui m'inspirera le plus à l'avenir. Ce groupe, c'est Loath, et ça, c'est Gord. Salut, c'est Kylian, bienvenue de nouveau sur la chaîne YouTube du studio La Bulle Bleue. Comme vous avez pu le comprendre, aujourd'hui je vais vous parler de Loath. C'est clairement l'un de mes groupes préférés, mais également l'un des groupes qui me frustre le plus. Le morceau que je viens de vous faire écouter là, il est issu de leur second album studio intitulé I Let It In and It Took Everything, sorti en 2020. On est en 2026 et à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a pas de suite. Alors, petit disclaimer, leur nouvel album A Stranger to You est sorti le 17 juillet. C'est sorti pour mon anniversaire en fait. C'est sorti. Souhaitez tous un joyeux anniversaire à Alexis, s'il vous plaît. Merci. Donc je tourne cette vidéo avant sa sortie. Mais, comme d'habitude, je vais composer un morceau dans leur style dimanche prochain. Et surtout, quand je rentrerai de vacances, je serai en live sur YouTube comme d'habitude pour mixer ce morceau. Ce sera l'occasion de discuter ensemble de ce nouvel opus qui a l'air d'être très chouette. Pour ne pas rater ça, évidemment, je vous conseille d'activer la cloche quand vous vous abonnez à la chaîne et allez nous suivre sur Insta pour avoir toutes les infos. Mais aujourd'hui, c'est l'épisode de la bulle et donc on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. Il y a deux choses que j'aime le plus dans ma vie, c'est la musique et le sport. Et il y a une ville dans le monde où ces deux choses sont une religion, Liverpool. D'un côté, Anfield Road, le Liverpool Football Club, le plus grand club de foot d'Angleterre. Sa passion, ses soirées de légende, le You'll Never Walk Alone. Et de l'autre, les Beatles, les 4 garçons dans le vent qui ont révolutionné en quelques années la musique pop-rock en devenant des stars interplanétaires. C'est d'ailleurs sur les Beatles qu'on a commencé notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. Donc les Beatles, c'est évidemment l'un de mes groupes préférés, ça vous commencez à le comprendre. Et je suis fan du Liverpool FC depuis que je suis tout petit. Bref, Liverpool, j'aime bien. En 2014, Kadim France, alors batteur dans un groupe de Liverpool, rejoint en tant que chanteur Eric Bickerstaff et Sean Radcliffe, respectivement guitariste et batteur de Our Imbalance. Bon, ça ressemble pas à grand chose, mais ce live me fait toujours bien rire avec leur tête d'ado. Mais là, ils remplacent l'autre guitariste et le bassiste par Connor Sweeney et Shane Smith. Vous aurez pas de photo de lui. Je vous le dis, ça existe pas. Il est pas resté longtemps, il est parti du groupe pour devenir tatoueur. Bref, c'est plus pour l'histoire. Mais, une fois ce line-up créé, ils changent de nom et deviennent alors Loath. Au début, une sorte de lore est créée. Ils portent des masques et des noms de scènes un peu bizarres, ce qui crée une sorte d'image horreur que la critique trouve nulle et cheap, en disant qu'ils essaient de faire du Slipknot quoi. Bon, initiative très vite abandonnée du coup, coup dur. Et en 2017, ils sortent leur premier album intitulé The Cold Sun. Bon, là déjà, ça met un peu plus d'accord. Moi, c'est un album que j'ai découvert que plus tard, mais que je trouve quand même hyper cool. On sent arriver les sonorités et la composition si particulières qui vont faire d'eux le groupe révolutionnaire qu'on connaît aujourd'hui. Un mélange de brutalité avec leur accordage déjà hyper bas, mais ça, on y reviendra, bien sûr. Et de l'autre, un côté très ambiant et aérien. Ils enchaînent sur la même voie en 2018 avec un superbe split EP avec le groupe Holding Absence. Suite à ça, le bassiste Shane là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, bon bah c'est maintenant qu'il se part du groupe pour devenir tatoueur. Et il est remplacé par l'ancien guitariste de
holding absence. C'est pas vrai, mais tout est lié. Donc Faisal El Razragui devient le bassiste de Loth et ça y est, on est parti. Le line-up est au complet, on peut enchaîner. Et on se retrouve alors en 2020, au moment où YouTube les met sur mon chemin, à la sortie de leur deuxième album studio. Pour moi, un chef-d'œuvre musical au sens large, une masterclass. Cet album, il est clairement dans mon top 3, tout style confondu. Un mélange de carnage, de douceur, de légèreté, de lourdeur, une composition d'une finesse exceptionnelle et un style ultra original qui va les faire exploser dans la scène métal. Mesdames et messieurs, je vous présente I Let It In and It Took Everything. Cet album les a fait un peu devenir le groupe préféré de tes groupes préférés. Sous tous les clips et les posts du groupe, il y a des commentaires de toutes les têtes d'affiche du style. C'est assez rigolo à voir. Musiciens, producteurs, ingé, c'est très marrant. Peu de temps après ça, les seules nouvelles qu'on va avoir, c'est celle que le groupe se sépare de Conor Sweeney pour des raisons un peu inconnues, qui ne semblent pas tout à fait résolues aujourd'hui, mais bon, chacun a continué de son côté. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais le travail de Conor en tant que producteur, développeur, artiste solo et même tatoueur, lui aussi, oui, c'est super, voilà. Très fort, je vous conseille d'aller voir. Bon, et puis j'ai un poil menti et exagéré en vous disant qu'on n'avait pas eu de nouvelles depuis, et c'est faux, parce que l'année d'après, ils ont quand même sorti un album. Il s'appelle The Things They Believe, mais c'est en fait un projet un peu expérimental et ambiant, où on retrouve des morceaux qui pourraient s'apparenter aux interludes qu'on retrouve dans I Let It In. Et en 2022, ils sortent un nouveau single intitulé Dysmorphous Display, qui m'a fait espérer très très fort un nouvel album, mais on est maintenant 4 ans plus tard et ça va tout juste arriver là. Bon, on a peut-être assez parlé de leur histoire, et pour les habitués de la chaîne, vous le savez, ce qu'on aime ici, c'est décortiquer leur son, leur matériel, leur façon de composer pour comprendre un petit peu mieux leur musique. La chose qui pour moi différencie Loth de toute la scène métal, c'est le fait que ce n'est pas un groupe de métal. Je pense en fait que c'est un groupe de rock des années 70 qui s'est retrouvé propulsé dans le monde du métal moderne, je sais pas trop comment. Plusieurs preuves. Déjà, regardez leur gueule. Il me semble que c'est assez clair. Ensuite, leur matériel. Dans un métal moderne, où la mode est aux 7, 8, voire 9 cordes, avec des accordages toujours plus bas, et des micros toujours plus agressifs, Loth, eux, décident de ressusciter un modèle de guitare disparu. La Squier Vintage Modified Baritone Jazzmaster. C'est une guitare qui a été originellement créée dans les années 60 pour jouer dans les tessitures de la basse. C'est-à-dire qu'elle est accordée en mi, la, ré, sol, si, mi, comme une guitare normale, mais une octave en dessous, comme une basse. Comment on fait pour réussir à faire ça? Il faut que le manche soit très long. D'habitude, le diapason classique d'une guitare, donc la longueur de la corde, c'est autour de 25,5 pouces. On peut aussi trouver du 26,5, du 27, voire du 28, pour permettre aux métalleux de s'en donner à cœur joie. Mais là, on est sur du 30 pouces, ce qui est déjà considéré comme un diapason de basse. Bon, déjà, on a réussi à s'accorder hyper bas. D'autant plus qu'il s'accorde pas en mi, forcément, hein, mais plus régulièrement en do dièse. Donc 3 demi-tons encore en dessous. Mais en plus, on a un son vraiment différent d'une 9 cordes, hein, par exemple, qui est accordé à la même note. On retrouve vraiment un son particulier à la frontière du son de basse, et c'est justement là que Loth vient imposer son son. En plus de ça, les micros vintage qui sont sur sa guitare, avec un niveau de sortie faible, sont normalement boudés par les métalleux, qui leur reprochent une trop grande dynamique, leur manque de puissance et le côté chaotique qu'ils amènent dans la distorsion. Mais c'est justement ces caractéristiques qui vont séduire Eric et Conor pour le son de Loth. Pour continuer à pas faire comme tout le monde, on prend un ampli plutôt vintage. C'est plus drôle, comme un JCM 800 par exemple.
Et en fait, on a un son très peu saturé, voire parfois étrangement clair, mais toujours hyper agressif. Alors à savoir que l'album I Let It In a été produit, enregistré et mixé par nul autre que George Lever. Ah ah, vous l'avez pas vu venir celle-là, hein. Ça faisait longtemps que je vous en ai pas parlé lui, n'est-ce pas? De toute façon, ça se joue entre Nolly, Buster et George Lever en fait. Un peu ça. Quand Je connais que 3 noms en fait. Non. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, George il a une chaîne YouTube et dans une vidéo où il fait du réamping, il nous présente justement son JCM 800 utilisé pour l'album de Loath. L'ampli en question est en fait un JCM modifié avec 2-3 modes qui le rendent un poil plus agressif. Mais on se retrouve quand même pas avec un ampli high gain typique. Bon, ça c'est pour la guitare, mais qu'est-ce qu'il en est du reste des instruments? La basse, bon, on est en métal, c'est sûrement une Dingwall ou un truc comme ça. Pas du tout. C'est une vieille Fender P-Bass dans un ampli vintage. Impeccable. Pour la batterie, c'est pareil. Là où normalement, dans le métal moderne, on va chercher des caisses claires assez aiguës et des fûts avec énormément d'attaque, Sean, lui, il a encore une fois un son assez rock et vintage. Une caisse claire bien fat et grave, des toms bien fat et grave, et une grosse caisse bien... Vous avez compris la blague. Voilà. On peut pas dire que c'est une batterie explosive, on peut même dire qu'elle a un son assez dead, donc muté, comme une batterie de rock vintage. De même pour les cymbales, où on va retrouver un son plutôt dark et washy, plutôt que brillant et perçant. D'ailleurs, sur le nouvel album, ils coproduisent et co-mixent le projet avec un producteur que je connaissais pas, mais qui a un compte Instagram assez intéressant. J'ai trouvé un setup de la batterie et des micros utilisés pour cet enregistrement, que j'ai trouvé hyper intéressante, bien que finalement, en fait, très peu surprenante. Premièrement, on a une batterie Ludwig en acrylique vintage, typiquement ce que les métalleux n'utilisent pas, et un parc micro plutôt typé rock que métal. Notamment des Sennheiser MD421 sur les tomes, et un aussi au-dessus de la grosse caisse, position qui est pas tellement utilisée dans le métal, et un double couple de micros pour les overhead. Bon alors on geek un peu là, hein, accrochez-vous, mais ça explique tout en fait. Les micros dits overhead, donc au-dessus de la tête, permettent d'avoir une image globale de la batterie et notamment des cymbales. On peut en mettre qu'un seul, un seul micro, mais dans la musique moderne, on préfère quand même mettre un couple pour pouvoir spatialiser la batterie et les cymbales. Ici, on semble retrouver deux couples stéréo. Un premier plutôt traditionnel pour le métal, avec un condensateur petite membrane brillant et précis. J'ai un peu du mal à voir sur la photo, mais ça pourrait s'apparenter à une sorte de KM184 de chez Neumann ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la deuxième paire d'overhead qu'on voit sur la photo. Une paire de Coles 4038. C'est des micros à ruban, donc très doux, dark et smooth. C'est assez abordable en termes de prix. C'est des micros qu'on utilise sur des cuivres normalement pour justement calmer le côté agressif que peuvent avoir ces instruments. Mais dans le cas des batteries, on les utilise plutôt dans des musiques comme le rock classique, la country ou l'indie. Alors, je peux pas vous dire ce qui a été préféré au mix, si les deux ont été mélangés équitablement ou si l'un a été préféré à l'autre, mais ça prouve quand même la volonté du groupe d'essayer de se rapprocher le plus possible d'un son classique rock, tout en faisant du métal. Petite anecdote, l'album a été enregistré et mixé entre le Real World Studio de Peter Gabriel, l'ancien chanteur de Genesis, et le Motor Museum Studio à Liverpool, là où on enregistrait des groupes comme The 1975, Arctic Monkeys ou encore Oasis. Voilà, c'est le rock. Il y a également quelque chose d'assez typique chez Loath dont j'aimerais bien qu'on parle, c'est le tambourin ou les shakers. Alors, parfois pendant les refrains, pour faire joli évidemment, mais aussi à des endroits où j'avais jamais entendu de tambourin. Les plus gros breakdowns, ils doublent la snare avec des coups de tambourin. C'est le tambourin le plus terrifiant que j'ai jamais entendu, quoi. Ça donne un truc genre primal, tu vois, genre en mode... Loath ayant évidemment une très grande influence sur moi, mon travail en a été impacté. Alors c'est peut-être mon côté batteur qui parle, mais si vous décidez de venir à la Bulle Bleue pour votre projet, ce qu'on vous conseille vivement d'ailleurs, hein, faudra pas s'étonner si on vous propose de rajouter moult et moult percussions dans votre morceau. Ça peut aller du simple shaker, du tambourin, mais on peut aussi partir sur du djembé, du caron, ou voire même des boîtes de riz, des boîtes de semoule, tout bruit de casserole en fait. Des bruits de chasse d'eau, de V8. Bref, tout pour rendre votre morceau original. Alors si vous avez des morceaux sous le coude, peu importe le style, n'hésitez pas à faire appel à nos services. Que ce soit pour de la production, de l'enregistrement, du mix, du mastering, on est là pour vous aider à finaliser votre projet comme vous l'imaginez. Toutes les infos sont dans les descriptions, on vous attend. Et comme Loath a eu cet impact sur moi, ils l'ont aussi eu sur le genre en général. Une influence qui pousse le style vers l'avant depuis plusieurs années maintenant.
À mon avis, Loath est responsable au moins en partie de la diversification du son dans le métal. Jusqu'à il y a pas si longtemps, on avait une sorte de recette dans le métal, avec des guitares modernes, micro-actifs qui rentrent dans une pédale TS9 pour booster un ampli 5150. Pour la basse, on retrouve plutôt des Dingwall ou des Musicman Stingray qui rentrent dans des pédales et ou des amplis Darkglass. Pour la batterie, des caisses claires en laiton, notamment la Tama Bell Brass, des fûts avec des bois et des tailles qui sont souvent les mêmes d'un groupe à l'autre, et des cymbales assez grandes et assez brillantes pour percer dans le mix. Bon, il y a une bonne raison à ça, je jette la pierre à personne, ça sonne le feu. Évidemment, chaque groupe a sa petite spécificité, mais dans l'ensemble, c'est le son du métal moderne. Mais depuis quelques temps, on voit de plus en plus des bizarreries arriver, notamment chez Vianova, qui utilise la même guitare que Loath, ou aussi chez Sunborn avec l'utilisation d'une Danelectro baritone et d'une Rickenbacker à la basse. Rien à voir avec le métal, qu'on soit bien d'accord. Mais au-delà du côté technique, c'est aussi la composition qui a coulé sur la scène. On a déjà parlé de Deftones sur cette chaîne et on avait discuté de leur influence qu'ils ont eue sur Loath. On retrouve chez eux toutes ces influences shoegaze, dreamy et un peu ambiant qui étaient propres à Deftones, avec un peu plus de violence quand même. Mais si on regarde depuis 2020, il y a un vrai retour de ce style dans le métal moderne. Pour ne citer qu'un seul groupe, on peut parler de Thornhill, qui sont passés d'un style metalcore moderne, 7 cordes, assez ambiant, mais quand même assez traditionnel, à un nu metal agressif, ambiant et shoegazy avec des guitares 30 pouces et des basses classiques. Cette volonté constante de se renouveler tout en embrassant ses influences est un exercice de style qui demande énormément de maturité. C'est hyper compliqué de se renouveler constamment en gardant une signature si forte. Sur les derniers singles qui sont sortis, c'est assez impressionnant comme on se dit oui, c'est Loath, sans aucun doute, mais en même temps, ils ont jamais fait ça auparavant. Ils ont eu la volonté de s'impliquer du début à la fin du processus créatif et technique, ce qui donne à ces singles une couleur hyper particulière. Je n'ai d'ailleurs aucun doute sur le fait que l'album confirme ces impressions. Venez en parler en commentaire, je vous en supplie. Leur son s'affine depuis le début de leur carrière, pour arriver en 2026 avec une impression de brutalité presque incontrôlée, mais en fait hyper minutieuse. Ils font partie de ces quelques groupes qui embrassent clairement le chaos, avec des sonorités très brutes, très viscérales, à la limite du beau, mais qui en fait, si on se penche un petit peu dessus, sont en fait très fines et techniques. Je pense que tout le monde a été surpris avec Gifted Every Strength de ce son de drum encore plus fat et brut que les albums précédents. Je mets des guillemets à brut justement parce que ce qui est hyper paradoxal, c'est que la drum de Loath n'a jamais été aussi process que sur ce nouvel opus. Je me trompe peut-être, mais ce son de grosses caisses, notamment si rond et subby, est sûrement dû à l'utilisation de samples, et sûrement pas très naturel. Personnellement, c'est comme ça que j'ai fait pour la compo qu'on vous propose la semaine prochaine dans leur style. Pour les voix, et ça c'est le cas depuis le début de leur carrière pour le coup, c'est pareil, on a ce mix très radio avec un maximum de saturation, du chorus, des effets ambiants, et c'est là que leur inspiration Deftones ressort. Et la guitare, c'est pareil, sur Gifted Every Strength, ça a fait pas mal discuter. Bon déjà ce groove de fou, c'est abusé, mais ça à la limite, je passe. Mais on a l'impression que tout sature, tout bave, tout est au bord de l'explosion. Pour moi, c'est réalisé avec une piste de guitare identique, dupliquée, mais sans cab après l'ampli, sans haut-parleur. Alors cette fois, j'ai pas d'assistant guitare, depuis que Alexis a pris du galon parce qu'il s'est plaint au service ressources humaines que je l'exploitais, mais si je me concentre bien... Hop ah, magie. Alors petit aparté, oui, c'est la même guitare que Connor Sweeney qu'il utilise dans le playthrough de Gord qui m'a fait découvrir le groupe. Je suis fan.
C'est bon? Bon, bref, le cab en guitare, c'est vraiment ce qui shape le son. C'est le premier égalisateur. La première identité de votre son, bien avant l'ampli, à mon avis. Ça nous permet de contrôler notre ampli. Mais là, il laisse sortir toute la saturation de l'ampli sans être contrôlé et calmé par un cab. Tous les aigus bavent, mais avec un peu de mix et d'effet. Et si on couple avec notre son plus classique, on a juste l'impression que le haut-parleur de notre cab est éclaté, complètement détruit. Il faut se donner quand même pas mal de mal pour arriver là, pour donner ce son si brut. Bon. Mais évidemment, Loath, au-delà du son et de la technique, c'est avant tout de la composition. Ce que j'aime, c'est cette liberté qu'ils ont dans les constructions qui donne aux morceaux un flow unique, puisqu'ils sont rarement sous une forme classique. Ils évoluent continuellement avec, pour certains morceaux, carrément pas de refrain. Chaque couplet est différent, les riffs se modifient petit à petit, ils font un peu ce qu'ils veulent, mais toujours avec bon goût. Par exemple sur Fangs, alors premièrement, quel riff! Eric il joue sur une guitare basse double manche, une deuxième basse, tant qu'à faire. Ensuite on a ce pré-refrain qui est construit avec les arrivées successives de la batterie avec la basse, ensuite de la voix, des guitares et enfin toutes les guitares. Et enfin ce refrain, quasiment tout en son clair. Que dire? Là, on est à un niveau d'assurance dans la composition qui fait envie à un bon nombre d'artistes. C'est pour ça que je me fais pas trop de soucis quant à mon avis sur le prochain album. Au vu des singles qui couvrent pour moi déjà une bonne partie de ce que j'aime chez eux. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo Comment composer comme Loath. Vous allez voir, j'ai préparé un petit truc qui est assez sympa. En attendant, portez-vous bien, écoutez un maximum de musique, c'est le plus important. Ciao!